Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer donc maintenant ce cours, même peut-être que certains étudiants ou certaines étudiantes vont nous rejoindre. Bon, d'abord, toutes mes excuses pour l'annulation de la première heure de cours, due à un problème SNCF. Donc je vais essayer aujourd'hui de synthétiser l'essentiel des deux cours que vous avez récupérés par enregistrement juste avant les vacances. Et donc, disons que l'idée, là, pour le cours d'aujourd'hui, ça va être de nous rafraîchir la mémoire et de tâcher d'avancer quand même par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Alors, je ne reviendrai pas sur les deux premiers éléments, sur, disons, notre interrogation sur la signification des unités lexicales et des unités grammaticales, sur la question de la signification des phrases. Je rappelle simplement la notion de compositionnalité qui est importante à retenir chez Frege, et puis cette notion de phrase sans texte, qui est une notion empruntée à Dominique Magno, qui distingue un type d'énonciation spécifique, énonciation aphorisante par opposition à l'énonciation textualisante. Alors on avait vu un certain nombre d'exemples de phrases qu'on ne comprend pas, bien qu'on comprenne tous les mots. C'était ça l'idée des phrases isolées qui posent un problème de compréhension alors qu'on comprend chacun des mots de la phrase. Or, en principe, en vertu du principe donc, de compositionnalité dû à Frege, ce genre de situation ne devrait pas arriver. Parce que si la phrase est complètement compositionnelle, tout au moins dans un certain sens de la compositionnalité, on devrait purement et simplement comprendre le sens de la phrase à partir du sens des mots. Comme lorsque je dis, je sais pas, le pull est sur la chaise, bon, je comprends pull, je comprends chaise, je comprends sur, donc je comprends ce que signifie la phrase. Mais là, je vous ai donné toutes sortes d'exemples dans lesquels on a bien des phrases sans texte, dont on comprend chaque mot, mais dont le sens global de la phrase pose problème. Alors, il y avait des exemples de proverbes, des exemples de formules un peu philosophiques ou psychanalytiques, des exemples de phrases tirées de jeux surréalistes. Finalement, on avait vu qu'avec ces phrases, eh bien, on a quand même des problèmes de compréhension spécifiques qui ne sont pas tous du même ordre. Les problèmes, évidemment, de compréhension les plus intéressants, ce sont ceux qui relèvent de ce qu'on a appelé une démarche herméneutique, c'est-à-dire une démarche d'interprétation. C'était l'exemple des phrases de Lacan, de Blanchot, qui sont formulées d'une manière énigmatique, mais qui déplient un sens, si on s'y interroge vraiment, extrêmement riche et intéressant. Bon, les autres cas étant un peu marginaux, bien que le cas des proverbes ne soit lui-même pas marginal du tout, mais le sens des proverbes pose effectivement un certain nombre de problèmes dans certains cas. Certains proverbes sont totalement transparents, mais d'autres non. Bien. Ensuite, on avait donc simplement tout ça pour montrer que le problème de la signification des phrases est un problème totalement différent du problème de la signification des mots lexicaux ou des mots grammaticaux. Voilà, c'est ça que je veux démontrer. Ensuite, dans le cas de la signification des textes, bon, vous aurez constaté, enfin on l'a vu d'ailleurs, que là aussi, à partir de différents exemples, on a vu que certains textes sont difficiles à comprendre, posent des problèmes de compréhension, sont un obstacle à la compréhension, en dépit du fait que, au fond, les mots qu'ils emploient et chacune des phrases, à la limite indépendamment, puissent être compréhensibles. Bon, hormis le cas particulier des textes techniques qui peut être assez facilement résolu par des systèmes d'équivalence, donc qui rejoint la question de la paraphrase plus ou moins, on a quand même des situations, là aussi, qui se rapprochent un peu de la problématique herméneutique qu'on a vue pour les phrases, avec des textes comme celui-ci de critique littéraire pour Blanchot, textes philosophiques pour Merleau-Ponty, textes poétiques pour Baudelaire, ici Léon Timorouménos. Donc on a vu que certaines interprétations pouvaient être surprenantes. Mallarmé, qui là est encore plus difficile à comprendre immédiatement, avec là clairement une volonté d'hermétisme pour dégager quelque chose, enfin, disons, qui correspond à une certaine théorie du texte poétique.
Bon, au total, donc là aussi, on a des difficultés de compréhension spécifiques au texte, dont une partie est quand même assez commune avec la question de la phrase, mais là où il y a une différence, c'est justement parce que comme on est cette fois-ci dans une énonciation textualisante et non plus dans une énonciation aphorisante comme dans le cas précédent avec les phrases sans texte, eh bien là on a toute la question des types de textes, des genres de textes, des genres de discours si on veut. Hein, c'est-à-dire que là, évidemment, on n'appréhende pas un texte poétique de la même façon qu'un texte technique. Hein. Il y a toutes sortes de contraintes et d'interprétations préalables qui sont liées au type de texte. Bon, voilà, on ne va pas attendre des sortes de descriptions fidèles de la réalité, ou littérales de la réalité, dans un texte poétique. On sait que les désignations dans ce cas-là sont indirectes, métaphoriques, etc. etc. Hein. Donc il y a toute une problématique liée au type de texte et à l'interprétation des textes en général, à la compréhension des genres de textes ou des types de textes qui n'existe pas dans le cas des phrases sans texte. Bien. Donc, toutes sortes de particularités qui montrent que la compréhension des textes est différente de la compréhension des phrases. Mais il y a autre chose dans le cas des textes, sur lequel là je voudrais revenir, parce que c'est un point qui me semble important, c'est l'approche que propose Merleau-Ponty ou Ricoeur de l'innovation sémantique. Hein. La question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour produire ou comprendre un sens nouveau, une signification que vous n'avez pas dans votre esprit, hein, et à un moment donné, eh bien, une signification nouvelle apparaît dans votre esprit, pour le dire de manière un petit peu informelle comme ça. Comment est-ce que c'est possible? Dans la mesure où, c'est ce qu'on va voir avec le cas de Merleau-Ponty, en principe, vous ne comprenez que vous ne pouvez comprendre d'autrui que ce que vous avez déjà compris auparavant. Éventuellement, vous pouvez compléter avec des lexiques, des dictionnaires, des choses comme ça, mais on a bien vu que dans le cas des phrases des textes, en particulier donc des textes, c'est ça qui m'intéresse ici, le recours au dictionnaire n'est pas du tout, ou toutes sortes de lexiques spécialisés, n'est pas du tout un recours suffisant. Pour comprendre un texte de Blanchot, par exemple, il va falloir passer un temps assez long à lire toutes sortes de textes de Blanchot, de textes sur Blanchot, de textes de cette époque, pour comprendre un peu quel était son horizon, qu'est-ce qu'il souhaitait faire dans son écriture si spécifique. Hein. Bon, alors, voilà comment deux philosophes qui défendent, enfin, disons, essaient de documenter cette idée et de comprendre comment une telle chose est possible, hein, et pourquoi ça pose un problème. Alors, Merleau-Ponty distingue deux types de paroles, hein, la parole parlante et la parole parlée. Ça, c'est une distinction classique, bon, enfin, pas forcément pas tellement utilisée par les linguistes, à vrai dire, mais très bien connue chez les spécialistes de philosophie. Alors, voici un petit extrait qui décrit ce que c'est que la parole parlée. Donc, en gros, pour vous résumer les choses d'une manière aussi simple que possible, la parole parlée, c'est la parole qui ne m'apprend rien de neuf, mais qui est juste un pur et simple échange entre des personnes. Par exemple, je vais dire « Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah oui, je trouve aussi. Ah, le café est délicieux dans cet endroit. Ah, etc. » Bon, voilà, des choses toutes simples qu'on dit qui posent absolument aucun problème de compréhension. Et la parole parlante, c'est la parole qui m'apprend quelque chose que je ne savais pas, mais non pas une information nouvelle, mais une signification nouvelle. Donc tout l'enjeu de ce que je vais vous expliquer là, c'est de comprendre la différence entre une information nouvelle et une signification nouvelle. Oui? Par exemple, le fait qu'un professeur donne un cours connaissait le canadien, donc on peut dire que c'est une parole parlante.
Ah ben, tout à fait, c'est un très bon exemple. Là, à supposer, puisque bon, là vous avez déjà, j'ai déjà expliqué ça dans l'enregistrement que vous avez écouté, mais en supposant que vous ne l'avez pas écouté, je vous parle de cette distinction entre parole parlée et parole parlante. Cette distinction est quelque chose qui, avant cela, n'était pas dans votre esprit. Hein. Je veux dire, bon, vous comprenez parole, vous comprenez parler. Parole parlante, on peut à la limite essayer de deviner parler, parlante, voire essayer de deviner quelque chose à partir de ces deux participes présents, participes passés, mais en réalité, vous comprenez bien, vous avez bien l'intuition que Merleau-Ponty, avec parole parlée, parole parlante, construit des termes bien spécifiques, des expressions qui ont un sens précis, hein, et ce sens précis, pour l'instant, vous ne le connaissez pas, ce sens. Donc il n'est pas dans votre esprit. Dans votre esprit, il y a la notion de parole, il y a la compréhension éventuellement du participe passé et du participe présent du verbe parler, hein, parlant, parler, etc. Mais il n'y a pas cette idée de distinction entre la parole parlante et la parole parlée. Donc, comment on fait pour y aller, pour l'introduire dans votre esprit, cette distinction? Alors, ça, c'est une première citation qui décrit comment ça fonctionne, la parole parlée. Hein, la parole parlée. La seule vertu donc, de cette parole parlée, hein, de l'expression, donc dans le cadre de la parole parlée, est de remplacer les allusions confuses que chacune de nos pensées fait à toutes les autres par des actes de signification dont nous soyons vraiment responsables, parce que l'exacte portée nous en est connue, de récupérer pour nous la vie de notre pensée, et la valeur expressive de l'algorithme est tout entière suspendue au rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives et de celles-ci avec les signes par eux-mêmes insignifiants, où la pensée ne trouve que ce qu'elle y a mis. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais là, ce que vous pouvez comprendre dans il appelle ça l'algorithme, hein, c'est dans certains textes, en particulier ici dans la prose du Monde. L'algorithme, c'est une façon de désigner la parole parlée, une espèce de parole de codage et de décodage. Hein, c'est pour ça qu'il utilise ce terme d'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rapport sans équivoque des significations dérivées avec les significations primitives. C'est une autre formulation du principe de compositionnalité de Frege. Il n'y a aucune équivoque, c'est-à-dire aucune hésitation entre le sens de la phrase et le sens des mots isolément. Hein. Les expressions, les significations dérivées avec les significations primitives. Significations primitives, ce sont les significations des mots. Significations dérivées, c'est les significations issues de la combinaison des mots. Et donc, les phrases, ensemble, forment un texte et l'ensemble est totalement clair et limpide. Bon. Les signes, par eux-mêmes insignifiants, c'est-à-dire que là, c'est l'idée de l'arbitraire du signe. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise des signes totalement arbitraires, mais simplement, il a fallu se mettre d'accord. Une communauté linguistique qui partage une même langue s'est mis d'accord sur des associations entre des sons et des significations. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est le fonctionnement de la parole parlée. Plus précisément, voici comment la chose fonctionne. Il n'y a pas de vertu de la parole. Aucun pouvoir caché en elle. Elle est pur signe pour une pure signification. Celui qui parle chiffre sa pensée, ça veut dire code, hein, c'est chiffre, chiffre au sens de chiffrer, hein, coder. Celui qui parle chiffre sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez dire quelque chose, donc cette pensée que vous avez dans l'esprit, cette signification, vous la codez avec les mots du langage que vous utilisez. D'accord? Vous mettez des sons associés à cette pensée. Vous la codez. Il la remplace donc par un arrangement sonore ou visible, c'est-à-dire des choses écrites, qui n'est rien d'autre que son dans l'air ou patte de mouche sur un papier. Hein. Donc là, on a codé, par écrit ou oralement, une idée qu'on avait dans l'esprit. Bien. La pensée se sait et se suffit, elle se notifie au dehors par un message qui ne la porte pas, donc c'est-à-dire que pourquoi il dit qu'il ne la porte pas? C'est que la pensée, elle est juste codée. C'est-à-dire que le codage est totalement indifférent au contenu de la pensée. Hein. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre un message qui ne la porte pas. Et qui la désigne seulement sans équivoque à une autre pensée, donc ça c'est votre interlocuteur, qui est capable de lire le message parce qu'elle attache par l'effet de l'usage des conventions humaines ou d'une institution divine, bon, passons sur l'institution divine, la même signification au même signe. Alors,
Voilà comment ça fonctionne. Vous avez une pensée, vous la codez avec des mots d'une certaine langue. Mais pour que la personne en face comprenne, il faut qu'elle connaisse le codage, qu'elle puisse décoder à son tour. Donc, associer le codage linguistique aux pensées que vous avez associées à ce codage. D'accord ? Hein ? Donc, quelqu'un pense quelque chose, il le code arbitrairement d'une certaine façon en fonction de la langue, et ensuite l'autre personne, elle décode en récupérant les informations sonores et en attachant la pensée associée à ces informations sonores. Mais qu'est-ce que ça implique, ce mécanisme ? Ça implique que la personne qui reçoit l'information, elle l'avait déjà, cette information. Les pensées, elles étaient déjà dans son esprit. Pour qu'elle puisse associer les pensées liées à ce code, à ce codage, il faut bien que ces pensées aient déjà été présentes dans son esprit. C'est pour ça que Merleau-Ponty écrit finalement, en tout cas, nous ne trouvons jamais dans les paroles des autres que ce que nous y mettons nous-mêmes. La communication est une apparence, elle ne nous apprend rien de vraiment neuf. C'est impossible d'avoir quelque chose de neuf par un mécanisme de ce type-là. On ne peut comprendre que ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'au lieu que, au fond, quand on dit que quelqu'un nous dit quelque chose, en fait, si on voulait décrire cette situation d'une manière plus précise, ça voudrait dire simplement que quelqu'un nous invite à pointer dans notre esprit sur une pensée qu'on a déjà en nous. Voilà. Oui ? Mais dans le cas d'un enfant qui apprend récemment, cette communication, elle serait parlante ? Alors, c'est totalement différent. Là, justement, on est dans la parole parlante, effectivement. C'est la situation de l'enfant, de l'écrivain, etc., est justement traitée par Merleau-Ponty de manière complètement différente parce que ce n'est pas le même mécanisme. Là, on est dans le mécanisme de l'adulte qui sait parler, enfin, de la conversation quotidienne. Hein. Donc, une conversation quotidienne, habituelle, ce n'est pas du tout quelque chose c'est pas du tout une situation dans laquelle on apprend quelque chose de nouveau. Simplement, on se pointe les uns les autres sur des choses qu'on a dans notre esprit. Et alors là, une information nouvelle, ça va être quoi ? Je ne sais pas moi, imaginons qu'il y a une information sur un train qui a déraillé dans une certaine ville d'un certain pays. Vous allez me dire, c'est une information nouvelle. Oui, c'est une information nouvelle, mais ce n'est pas une signification nouvelle. Parce que si vous avez déjà la signification de ce que c'est qu'un train, vous savez qu'un train peut dérailler. Le fait d'apprendre que tel train a déraillé à tel endroit du monde, à telle date, c'est une information nouvelle, certes, mais ça n'est pas, vous ne comprenez pas quelque chose de nouveau. Vous apprenez quelque chose de nouveau, vous incorporez une information nouvelle, mais ça ne vous donne pas une signification neuve dans votre esprit, comme un concept nouveau, par exemple celui de parole parlante, est un concept neuf dans votre esprit, qui n'y était pas avant. D'accord ? Bon, voilà, récemment, il y a eu des tempêtes là en France. Bon, le fait d'apprendre, certes, c'est un événement, hein, mais c'est un événement au sens d'une information nouvelle. Bon. Alors, voyons maintenant... oui, alors, c'est une troisième citation pour la même idée, pardon, donc de parole parlée. Après tout, je comprends ce qu'on me dit parce que je sais par avance le sens des mots qu'on m'adresse. Et enfin, je ne comprends que ce que je savais déjà. Hein. Vous voyez, c'est la formulation de Merleau-Ponty que j'anticipais il y a un instant. Je ne me pose d'autres problèmes que ceux que je veux résoudre. Deux sujets pensants, fermés sur leur signification, entre eux des messages qui circulent, mais qui ne portent rien et sont seulement occasion pour chacun de faire attention à ce qu'il savait déjà. Finalement, quand l'un parle et que l'autre écoute, des pensées qui se reproduisent l'une l'autre, mais à leur insu et sans jamais s'affronter. Oui, comme le dit Paulhan, Jean Paulhan, critique littéraire, écrivain, cette théorie commune du langage aurait pour conséquence que tout se passa à la fin entre eux, comme s'il n'y avait pas eu langage. Alors, comme s'il n'y avait pas eu langage, qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'idée que simplement, puisque là le langage la parole joue un simple rôle de codage, elle est complètement indifférente, la parole. Dire qu'on dise une chose dans une langue ou dans une autre, par exemple, on aura dit exactement la même chose. Ça marche, par exemple, pour, je ne sais pas moi, les informations météorologiques.
Que vous lisiez une information météorologique en français, en anglais, en chinois, en allemand, ça ne change rien, peu importe. C'est du pur codage-décodage. Hein. En revanche, ça ne va pas du tout être la même chose si on parle de traduire un poème d'une langue à l'autre, hein, évidemment. Bon. Donc ça, c'est la parole parlée. Hein. Parole parlée, une parole de codage et dans laquelle, au fond, les mots ont peu d'importance en eux-mêmes. Hein. Ce sont de purs symboles arbitraires. Et ils servent à coder une information. Et alors, la conséquence, donc, c'est que, en fait, dans la conversation quotidienne, la parole parlée, elle sert à quoi? Vous allez me dire, bah, elle sert à rien, puisque ça ne nous apprend rien. Mais non, elle sert à souder les communautés, en réalité. Hein. Quand on parle un même... Enfin, parce que c'est une espèce de simplification tout à fait abusive, mais il y a bien cette idée, enfin, je veux dire la simplification dans la formulation de Merleau-Ponty, qui ne tient pas compte de toutes sortes d'autres facteurs qu'on pourrait intégrer dans la parole parlée. Mais quand vous prenez les habitudes linguistiques d'une communauté sociolinguistique quelconque, hein, par exemple, je ne sais pas moi, des étudiants qui parlent entre eux, des universitaires qui parlent entre eux, des jeunes de banlieue, comme on dit, qui parlent entre eux, etc. À chaque fois, on a des communautés linguistiques un petit peu différentes et qui ont leurs habitudes de parole et qui, entre eux, font circuler la parole parlée, mais cette parole parlée, elle a un rôle de socialisation d'une certaine façon. On est entre soi, mais on n'en sort pas du coup. Hein, et on reste effectivement, comme le dit Merleau-Ponty, enfermé dans ces significations. Mais enfermé, encore faut-il en être conscient. Personne n'est conscient qu'il est enfermé dans ses significations quand il est en train de parler. Hein. Il s'en rend compte quand il essaye de comprendre quelque chose qu'il ne comprend pas, justement. Mais la plupart du temps, les gens n'essaient pas de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, a priori, ils estiment que c'est le monde d'à côté. Ce n'est pas leur monde, ça ne les concerne pas. Hein. Je ne comprends pas, donc ça ne me concerne pas, ça n'est pas pour moi. D'accord ? Et c'est pour cette raison qu'à la fois il y a cet enfermement, mais qui est au fond non perçu, je pense, par les sujets, mais en même temps c'est une façon de se rassurer, d'être entre personnes qui se comprennent entre elles et il y a là quelque chose d'important dans la dimension sociale de l'être humain. Bon, donc les deux principales caractéristiques de la parole parlée, c'est le fait que les signes soient arbitraires, hein, c'est du pur codage, et puis le caractère compositionnel, combinatoire des significations, et donc l'impossibilité de la parole parlée à produire de l'innovation sémantique, c'est-à-dire du sens nouveau. Alors, voyons maintenant l'innovation sémantique selon Ricoeur. Alors attendez, là il me manque, ouais, j'ai fait sauter une diapositive importante. Oui, pardon. Alors il manque ici une diapositive que j'aurais voulu vous montrer de Merleau-Ponty, dans laquelle justement il expose, mais je l'ai effacé par erreur, dans laquelle il expose la notion de parole parlante cette fois-ci, hein, en montrant comment un écrivain, peu à peu, en utilisant les mots de tous, nous porte vers quelque chose de neuf, par des petits déplacements, par des métaphores, par des choses qui nous obligent à sortir donc, de cet enfermement dans la parole parlée. Alors, du coup, on ne va pas le voir pour gagner du temps avec Merleau-Ponty, mais on va le voir avec Ricoeur. Hein. Donc, chez Ricoeur, il n'y a pas vraiment de référence à Merleau-Ponty, mais ça c'est un point de détail, alors qu'il parle quand même vraiment de la même chose. Il y a deux textes dans lesquels il développe cette idée, la métaphore vive de 75, Temps et récit de 83. Et dans Temps et récit, on lit la chose suivante, bien que la métaphore relève traditionnellement de la théorie des tropes ou des figures de discours, et le récit de la théorie des genres littéraires, les effets de sens produits par l'une et par l'autre relèvent du même phénomène central d'innovation sémantique. Donc, comment je crée du sens nouveau? Dans les deux cas, celle-ci ne se produit qu'au niveau du discours. Hein. Ce n'est pas dans la langue, c'est dans le discours que ça se produit. Alors, l'exemple de la métaphore va être l'exemple principal que je vais utiliser pour illustrer cette notion. Voilà, lisons d'abord cette citation de Ricoeur. Avec la métaphore, l'innovation consiste dans la production
d'une nouvelle pertinence sémantique par le moyen d'une attribution impertinente. Bon, par exemple, voilà, je ne sais plus si c'est cet exemple-là que donne, mais Ricoeur se limite à des exemples tout à fait classiques du type Achille est un lion. Hein, le héros grec, hein, Achille, est un lion pour dire qu'il est courageux. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire une attribution impertinente? Est un lion, c'est un verbe attributif, hein, est un lion, c'est une attribution qu'on peut considérer comme non pertinente, parce que Achille n'est pas un lion. Achille, c'est un héros, un demi-dieu, ou n'importe qui, si ça pourrait être un humain, peu importe. C'est pas un lion, en tout cas. Hein. Bon. Sinon, ça ne fait plus une métaphore. Hein. Si vous avez un lion qui s'appelle Achille et que vous dites Achille est un lion, bah, vous juste vous le mettez dans sa catégorie d'être. Hein, et ça ne fabrique pas une métaphore. Pour que ça puisse construire une métaphore, il faut justement que le sujet de l'attribution soit totalement différent et que l'attribution paraisse bizarre. Donc on dit Achille est un lion, mais il n'est pas un lion. D'où la notion d'attribution impertinente. La métaphore reste vive aussi longtemps que nous percevons à travers la nouvelle pertinence sémantique et en quelque sorte dans son épaisseur, la résistance des mots dans leur emploi usuel et donc aussi leur incompatibilité au niveau d'une interprétation littérale de la phrase. Alors là, il fait la différence entre métaphore vive et métaphore morte. Il y a des métaphores, bon, on appelle ça parfois les catacrèses. Par exemple, si je parle du pied de la montagne, bon, là c'est une expression toute faite qui ne donne pas lieu à une métaphore vive. Je pourrais éventuellement défiger cette expression figée, mais en tout cas, ça n'est pas une métaphore vive comme des métaphores poétiques. Bon, on pourrait reprendre les poèmes de Mallarmé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré à nouveau le poème de Mallarmé, le Pitre châtié. Yeux, lac, avec ma simple ivresse de renaître. Donc là, déjà, vous avez une espèce d'équivalence qui est faite entre yeux et lac, bon, qui est peut-être un topos poétique, hein, mais qui reste malgré tout quelque chose de métaphorique. Des yeux ne sont pas des lacs, on peut se plonger dans les yeux de quelqu'un, mais vous voyez, il y a une façon de se plonger dans le regard de quelqu'un, mais il y a une façon de le formuler qui justement résiste à une interprétation mot à mot, hein, purement compositionnelle. Donc, la métaphore reste vive. Le déplacement de sens que les mots subissent dans l'énoncé métaphorique et à quoi la rhétorique ancienne réduisait la métaphore n'est pas le tout de la métaphore, il est seulement un moyen au service du procès qui se situe au niveau de la phrase entière et qui a pour fonction de sauver la nouvelle pertinence de la prédication bizarre menacée par l'incongruité littérale de l'attribution. Bon, tout cela est expliqué de manière très savante et précise, hein, mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'on a des mots qui ne vont pas ensemble normalement, hein, et qui créent une espèce de tension, parce qu'à la fois c'est faux mais c'est vrai. Hein, c'est dire Achille est un lion parce qu'il est courageux, on comprend que ça signifie qu'il est courageux parce qu'on associe au lion le stéréotype du courage, par exemple. Hein. Bon. Donc, si la chose est là simplement pour dire exactement quelque chose d'exactement équivalent à Achille est courageux, ça n'aurait aucun intérêt. D'accord ? On retomberait vers simplement une façon indirecte de dire les choses. Bon, donc, il faudrait regarder cela dans des textes poétiques et entrer un peu dans le détail des systèmes métaphoriques de poèmes ou de romans, voire de textes philosophiques, pour se rendre compte que quand un auteur construit une métaphore dans un texte, par exemple, c'est pour produire une vision, une interprétation, une signification totalement nouvelle. Hein. Ah pardon, c'est moi qui... une information totalement nouvelle, d'accord ? Donc, par exemple, voilà un autre exemple, Baudelaire, la nature est un temple ou de vivants piliers, etc. La nature est un temple. Bon, voir la nature comme un temple, métaphoriser la nature comme un temple, c'est évidemment ouvert à toutes sortes d'interprétations. Certes, la nature n'est pas un temple au sens habituel du mot temple, mais en même temps, le fait de le formuler de cette façon-là nous amène à penser quelque chose de nouveau, voyez, quelque chose
on est obligé de réarranger nos significations habituelles pour penser autre chose, pour introduire une signification neuve. Alors, c'est un problème que je ne prétends pas résoudre avec ces quelques rapides explications, mais on voit bien la différence est assez évidente quand on prend quelques cas assez concrets. Par exemple, quand on imagine très bien que dans la littérature, disons, je ne sais pas trop comment la nommer, mais la littérature purement commerciale, où vous avez, pour prendre l'exemple de la littérature, mais on pourrait prendre l'exemple des séries télévisées ou des films, tout ce que vous voulez, mais prenons l'exemple de la littérature. Littérature purement commerciale, vous avez des genres, par exemple de science-fiction, policiers, etc., qui sont en fait tous les mêmes. Enfin, je veux dire, tous les romans se reproduisent avec des personnages un peu différents, mais c'est toujours un peu les mêmes structures, les mêmes effets, etc. Ça, c'est typiquement un système de la parole parlée. Ce n'est pas nouveau, ça, à chaque fois, vous retombez sur les mêmes procédés et vous pouvez avoir un plaisir à retrouver cela, mais ça ne vous apprend rien de neuf. En revanche, à un moment donné, il va y avoir un auteur qui va innover complètement dans le genre, ou alors, si vous voulez, pour disons, créer le contraste d'une manière plus radicale, il y a une littérature vraiment créative qui invente des formes nouvelles, et qui invente une façon d'écrire, comme la chose s'est passée, je ne sais pas moi, avec Flaubert, avec Balzac, avec Hugo, avec Proust, tous les grands auteurs, pour ne prendre que les auteurs français, qui font la littérature française. Hein. C'est pas juste un hasard si ces auteurs-là ont été retenus comme faisant partie du patrimoine littéraire. Il y a des propriétés linguistiques de leurs textes qui font que leurs textes, au moment où ils sont apparus, était quelque chose, était une innovation sémantique par rapport à ce qu'on lisait à la même époque. Vous voyez, donc, et il y a là quelque chose de nouveau. Au point que, d'ailleurs, à l'époque de Flaubert, on trouvait, il y avait beaucoup de presse à cette époque sur la littérature, et beaucoup de journalistes de l'époque estimaient que Flaubert écrivait très mal. Il ne savait pas écrire, il écrivait très mal. Tout ça parce qu'il inventait une nouvelle façon d'écrire. D'accord ? Ça, c'est un exemple d'innovation sémantique. Bon, alors, grosso modo, il va y avoir de l'innovation sémantique chaque fois qu'on comprend vraiment quelque chose. C'est-à-dire, si, au sens habituel, pardon, pas arbitraire, au sens habituel de comprendre, vous entendez comprendre sans aucun effort particulier. Par exemple, on vous dit quelque chose en français, vous êtes francophone, vous comprenez ce qu'on vous dit. On vous dit il y a de l'eau dans le frigo, bon, bah, vous comprenez immédiatement. Ça, c'est juste un décodage. Ce n'est pas vraiment, si on veut entrer dans un sens fort de la notion de compréhension, ce n'est pas vraiment de la compréhension. C'est de la compréhension, certes, dans un sens ordinaire, mais dans un sens plus technique, on va dire que c'est plutôt un genre de décodage qui relève de la parole parlée. En revanche, si vous lisez un texte ou quelqu'un vous explique quelque chose et que vous êtes dans une situation de non-compréhension, eh bien c'est là que peut-être vous avez la possibilité de vraiment comprendre quelque chose. Autrement dit, comprendre vraiment quelque chose, ça n'existe que si on est passé préalablement par une phase de non-compréhension. Il n'y a pas de vraie compréhension s'il n'y a pas eu d'abord de la non-compréhension. Comprendre, ça veut dire passer de non-comprendre. Je ne comprends pas à je comprends. Si vous comprenez immédiatement, il ne s'est rien passé d'une certaine façon. Alors, il ne s'est rien passé. Bien sûr que si, il se passe des choses d'un point de vue psycholinguistique. Bon, voilà, si, vous pouvez avoir, par exemple, des maladies, des problèmes cognitifs ou
ou des problèmes qui touchent votre cortex, etc., votre cerveau, qui fait qu'à un moment donné, vous ne comprenez plus les choses les plus ordinaires. On a parlé au tout début de ce cours des aphasies, etc. Il y a des cas dans lesquels les gens ne comprennent plus ce qu'on leur dit pour des raisons purement mécaniques, si j'ose dire. Bon, mais donc la compréhension pure et simple de comprendre il y a de l'eau dans le frigo, j'ai l'air de dire que c'est quelque chose de tout à fait banal. Oui, c'est banal dans un certain sens, mais ça suppose quand même beaucoup de, des processus cognitifs importants. Par exemple, c'est très difficile de faire comprendre même des genres de choses aussi simples que ça à des animaux non humains. Donc c'est bien qu'il y a quand même dans la maîtrise langagière de ce qui est le plus ordinaire des processus cognitifs sous-jacents importants qui sont possibles parce que le patrimoine génétique humain le permet. Bon. Mais au-delà de cette compréhension immédiate que l'on acquiert lorsqu'on acquiert une langue, lors de l'acquisition d'une langue, eh bien, il y a une autre forme de compréhension qui suppose une forme, disons, si vous voulez, plus élaborée, plus complexe de la notion de compréhension, qui suppose qu'on n'ait pas compris et qu'on soit conscient de ne pas avoir compris. Parce que, évidemment, on peut parfois croire qu'on comprend et pas du tout, et en réalité se tromper complètement. Mais lorsqu'on ne comprend pas, au moins ça a la clarté, c'est une chance au fond de ne pas comprendre quelque chose. C'est une occasion de se dire, tiens, là, je vais peut-être comprendre quelque chose de nouveau. Parce que je vois bien que je ne comprends pas. Alors, évidemment, je ne vais pas développer ce point, mais dans une vie humaine, on ne peut pas tout comprendre. On peut pas, il y a des choix. On ne peut pas comprendre la mécanique auto, la linguistique, la médecine, au même niveau, quoi. Je veux dire qu'il y a des choix qui se font dans la vie humaine et qui sont des choix parfois au hasard, parfois, bon, voilà, on peut décider que, bon, bah, voilà, on va s'intéresser à la philosophie et puis, bon, il y a plein d'autres domaines dans lesquels on sait qu'on ne comprend pas, mais on a choisi de ne pas chercher à comprendre ça, par exemple. Mais simplement, il faut être conscient que soit on a choisi pour vous, soit vous avez vraiment choisi, mais c'est ça aussi une vie humaine, c'est choisir ce qu'on va chercher à comprendre et choisir quelles vont être nos zones d'ignorance. Et ça, c'est une des conséquences sur lesquelles on pourrait approfondir, enfin réfléchir, liées à cette façon d'analyser, si vous voulez, la notion de compréhension. Mais du point de vue linguistique, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même cette espèce de chose extrêmement étrange qui est pointée d'une manière très intéressante par Ricoeur et Merleau-Ponty, qui est de se dire, mais comment fait-on pour comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas auparavant? Par quel miracle? Alors, ça se fait, bien sûr que ça se fait. Bien sûr que, au bout d'un moment, si on ne comprend rien je ne sais pas moi, à certains des auteurs particulièrement obscurs que je vous ai montrés tout à l'heure, bon, Lacan, Merleau-Ponty, Blanchot, Mallarmé, tous ces auteurs difficiles, mais si vous les travaillez, au bout d'un moment, vous comprendrez quelque chose, qui vous sera personnel peut-être, qui sera une lecture qui vous sera peut-être propre. Il n'y aura pas une compréhension ultime, finie, pour des objets linguistiques de ce type-là, mais il n'empêche que les mécanismes à la fois cognitifs, linguistiques, qui sont en jeu dans ces types de compréhension, qui supposent donc la compréhension d'un sens nouveau à partir de mots connus. On vous donne des choses que vous connaissez déjà, et finalement, vous produisez quelque chose qui va au-delà. Alors, il y a bien sûr des mécanismes qui peuvent être analysables. Par exemple, chez Merleau-Ponty, je vous l'avais fait remarquer, je crois, par exemple, et chez Blanchot, on a aussi, au-delà de la métaphore, on a aussi ces jeux de paradoxes. Cette distance n'est pas le contraire de cette proximité. Voyez, on exclut les deux possibilités pour se dire qu'il y a encore autre chose.
l'épaisseur de la chair. Oui, là, on est complètement dans la métaphore, parler de l'épaisseur de la chair entre le voyant et la chose est constitutif de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui. Ce n'est pas un obstacle, hein, la distance là n'est pas un obstacle, c'est un moyen de communication. Donc vous voyez qu'il y a des formulations paradoxales qui nous obligent à repenser les choses différemment. Donc la différence entre une information nouvelle et une signification nouvelle, c'est qu'une information nouvelle, c'est une combinatoire des choses que vous savez déjà. Mais une signification nouvelle, ça oblige à redistribuer toutes les significations que vous possédez déjà d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, vous introduisez dans votre esprit cette distinction entre parole parlante, parole parlée, cette distinction entre comprendre quelque chose de nouveau et comprendre au simple sens de décoder, eh bien, une fois que vous intégrez ça dans votre esprit, il y a toutes sortes de conséquences dont vous n'êtes pas forcément tout de suite conscient ou consciente, mais qui vont apparaître et qui vont vous obliger à réarranger l'ensemble de ce que vous savez pour intégrer ces nouveaux éléments. Bien. Alors, je termine donc sur le récit, je n'y reviens pas, c'est la même chose, c'est simplement l'idée que là, c'est au niveau du récit qu'il va y avoir quelque chose de neuf et pas donc au niveau simplement de la signification comme dans la métaphore. Donc, dans le cas du texte, il y a plusieurs façons de comprendre un texte. Hein. Comme on l'a vu, simplement le décoder, c'est une information sur le monde. Percevoir l'intention globale, éventuellement émotionnelle ou esthétique dans le cas du texte poétique. Et puis comprendre au sens profond du terme, comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais compris auparavant. Donc, en principe, l'analyse linguistique, elle devrait s'attacher à toutes ces formes du comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'avais terminé cette analyse par cette citation d'un article, d'un extrait d'un article donc, de François Rastier, qui est un des linguistes importants pour la question du texte, hein, qui s'est intéressé à la notion de texte. Et il indique bien, je ne vais pas reprendre dans le détail, mais il indique bien que l'apport du linguiste sur le texte, c'est d'identifier des contraintes linguistiques sur les parcours interprétatifs. C'est-à-dire que ce que va pouvoir faire le linguiste, c'est détecter dans des textes des éléments, des mots, des structures grammaticales, etc., qui bloquent certaines interprétations, qui interdisent certaines interprétations, qui en autorisent d'autres, et qui font qu'il y a quand même, on ne peut pas dire n'importe quoi à partir d'un texte. Bien, alors, ce parcours des mots lexicaux, mots grammaticaux, aux phrases, aux discours et aux textes nous conduisent à dire qu'il y a des sémantiques différentes, hein, sémantiques lexicales, grammaticales, phrastiques, discursives ou textuelles. Et il y avait un dernier point sur la signification des phonèmes. Alors ça, c'est une particularité intéressante, enfin moi qui m'intéresse beaucoup. Là, j'avais donné ce cas des Lamonians et des Gratacs. Hein, c'est un petit exemple d'un linguiste anglais qui dit, voilà, vous imaginez qu'il y a des extraterrestres, les uns s'appellent les Lamonians et les autres les Gratacs, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Bon, voilà, tout le monde dit c'est les Lamonians les gentils, les Gratacs les méchants. Dans le même genre, on a ce test-là, Maluma, Takete. Hein, on montre ces deux images à des personnes et on leur dit choisissez laquelle vous avez envie de nommer Maluma et laquelle vous avez envie de nommer Takete. Et évidemment, tout le monde utilise Maluma choisit Maluma pour la forme arrondie et Takete pour la forme angulaire. D'accord ? Donc ça veut dire que les sons eux-mêmes sont déjà porteurs de certaines significations. Dans les sons, il y a de la signification, hein, ce que savent bien les poètes, par exemple. C'est ce qu'on appelle le symbolisme phonétique, qui était très peu étudié auparavant et qui maintenant comporte toutes sortes est beaucoup plus étudié comme un phénomène linguistique digne d'intérêt. Alors, la conclusion à laquelle on arrive, c'est celle de l'hétérogénéité du sens linguistique. Pourquoi ?
Parce que, bon, le sens des phonèmes, évidemment, il y a du sens dans les phonèmes. Hein. Les sons, les i renvoient à des choses petites. Hein. La petite souris, dans les livres pour enfants, elle s'appelle toujours Mimi, la petite souris. Jamais vous trouverez un livre pour enfants qui va appeler Momo, la petite souris. Hein. Ça ne marche pas. Bon, donc, il y a toutes sortes bon, dans les livres pour enfants, c'est très visible. Hein. Mais ça marche aussi dans toutes sortes d'autres situations. Et d'ailleurs, ce symbolisme phonétique, il est beaucoup étudié par les spécialistes de marketing, parce que lorsque les marques, soit de cosmétiques ou les entreprises pharmaceutiques, etc., créent des nouveaux produits, ils ont envie d'un nom pour leurs produits qui évoque les propriétés du produit. Donc, vous avez dans des revues de marketing beaucoup d'articles sur le symbolisme phonétique. Et des choses parfois un peu naïves, mais qui essaient de s'appuyer sur des analyses linguistiques. Bon, donc il y a ce sens des sons, hein, le sens des sons qu'on appelle le symbolisme phonétique. Puis ensuite, on a vu, il y a le sens des mots lexicaux, hein, qui met en jeu toutes sortes de paramètres, comme le rapport entre langage et réalité, ou entre langage et représentation mentale, etc. Le sens des mots grammaticaux, des phrases et des textes. Bien. Comment on surmonte la compréhension dans chacun de ces cas? Dans le cas du symbolisme phonétique, il y a une espèce d'intuition physique purement corporelle. Hein. Je veux dire, quand les personnes qui associent la forme arrondie à Maluma sont incapables de dire pourquoi. Hein. C'est comme ça, ils le sentent comme ça. Donc c'est une espèce de ce qu'on appelle parfois une connaissance tacite, une espèce de savoir du corps. Hein. Notre corps interprète les informations extérieures et c'est de cet ordre-là qu'est cette connaissance. Pour le sens des mots lexicaux, on a vu que la solution, pour aller au-delà de la non-compréhension, c'est le dictionnaire, voire l'image dans certains cas. Pour les mots grammaticaux, on a vu qu'il n'y avait pas du tout le même genre de mécanisme, mais que la question était surtout celle de la gestion de l'instruction sémantique. Pour le sens des phrases, eh bien, quand la compositionnalité ne suffit pas, la meilleure réponse, c'est la paraphrase. Hein. On fait des paraphrases pour obtenir le sens, pour expliquer le sens des phrases qu'on ne comprenait pas. Et parfois, il faut entrer dans une démarche herméneutique. Et puis, dans le cas des textes, hein, et des discours, eh bien, là, c'est vraiment, dans les cas les plus difficiles, la démarche herméneutique qui est en jeu, hein, qui suppose donc la maîtrise d'un certain nombre de codes culturels. Et puis, il y a d'autres divers types de compréhension, l'empathie, l'innovation sémantique, etc. Alors, ce que cela vise à montrer, c'est que, eh bien, au fond, quand on parle du sens et de la sémantique, on masque quand même toutes ces différences très très importantes. Si on dit que, comme on le fait la plupart du temps dans les cours de sémantique, que la sémantique c'est l'étude du sens, bon, oui, c'est commode de dire ça, on peut le défendre tout au moins en première approximation peut-être, parce que c'est vrai que dans les mots, quand on analyse les mots, les langues, etc., quand on parle du sens, on ne parle pas du son, par exemple. Donc, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du sens dans la sémantique. Mais le sens, là, c'est extrêmement trompeur. Hein. C'est-à-dire que ce sens, il se diffracte en types de significations complètement différentes les unes des autres. Et par conséquent, quand on examine ces choses dans le détail, on est obligé de constater que voilà, le sens d'un mot lexical, ce n'est pas la même chose que le sens d'un mot grammatical, que le sens d'une phrase, d'un texte, etc. Donc on parle à chaque fois, on a l'impression qu'on parle de la même chose, du sens de... Mais en réalité, quand on examine les mécanismes de compréhension dans chacun des cas, on se rend compte que, en fait, on a affaire à des processus cognitifs complètement différents. Donc, il y a quand même une sorte d'hétérogénéité de la sémantique. On pourrait dire qu'il n'y a pas de sémantique au singulier, hein, vraiment, mais il y a des sémantiques à ce moment-là, hein, on pourrait dire.
Bien, alors, cette façon de présenter les choses est une façon un petit peu radicale, disons. La sémantique, il y en a bien, puisqu'il y a des manuels de sémantique, et c'est ce qu'on va voir donc maintenant et la semaine prochaine surtout, mais je vais commencer simplement en introduisant Bréal, hein, puisque dans cette troisième partie sur l'image de la sémantique dans les manuels universitaires, je vais dire un tout petit mot, avant qu'on se sépare pour aujourd'hui, de Bréal, et ensuite je montrerai quelques manuels, français et puis des manuels en anglais plus internationaux pour voir un petit peu comment ils s'en sortent, ces différents ouvrages, lorsqu'il est question de sémantique. Bon. Alors, le précurseur, c'est Bréal, hein, Michel Bréal, qui est l'auteur d'un essai de sémantique, Science des significations, qui date de 1897. Bon, il y a eu des articles préalables, mais disons que le livre date de 1897, donc vous voyez au tout début du 19e siècle. C'est lui qui invente le mot sémantique. Hein. C'est Bréal qui invente le mot sémantique. Sur le modèle de phonétique. Hein. Phonétique, science des sons, du langage, sémantique, science des significations. Alors, je vous reverrai dans le PowerPoint de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir en détail sur le commentaire des extraits du livre de Bréal, enfin de l'introduction du livre de Bréal que j'ai donné dans le cours précédent, mais je dresse directement le bilan. Bon, donc il crée le terme de sémantique au sens de science des significations. Je remarque d'ailleurs que souvent, le fait que, même dans le mot anglais, semantics, est calqué sur le mot sémantique français, mais il est assez rarement, on rappelle que c'est Bréal l'inventeur de ce mot. Mais bon, passons. Il a une perspective évolutionniste, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est les changements de sens, comme en phonétique, on s'intéressait au changement des sons. Donc c'est une perspective évolutionniste. C'est une perspective cognitive avant la lettre, en réalité, hein, quand il s'intéresse à l'esprit, à la façon dont l'esprit humain analyse les significations. Donc il y a bien une dimension un peu cognitive dans cette affaire. On remarque aussi, du coup, que, vous voyez, c'est au début du 19e siècle, donc c'est une apparition assez tardive de la sémantique par rapport à la phonétique ou à la morphologie. Et enfin, je donne un exemple de loi, parce que de même qu'on avait découvert des lois de la phonétique, par exemple la palatalisation, toutes sortes de choses un peu techniques en phonétique, lui a essayé de trouver des lois qui régissent le sens cette fois-ci. Alors il appelle, par exemple, il y a la loi de répartition. Donc nous appelons répartition l'ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devaient être synonymes et qui l'étaient en effet ont pris cependant des sens différents et ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre. Donc l'idée là, c'est que quand des mots deviennent synonymes, il y a une espèce de spécialisation. Alors un exemple détaillé, par exemple, donc à mesure qu'un mot français, donc c'est en Suisse, hein, à mesure qu'un mot français est adopté, le vocable patois refoulé et abaissé devient vulgaire et trivial. Par exemple, donc la chambre s'appelait paillet dans ce patois de la Suisse. Hein. Il y avait un seul mot pour dire la chambre, on disait paillet. Et puis, sous l'influence du français, le mot chambre est apparu dans cette région, hein, de Suisse. Le mot chambre est apparu, et donc, du coup, il y avait des synonymes, paillet et chambre, qui étaient synonymes. La loi de répartition conduit à les différencier, et donc à faire en sorte que paillet, pailleté ou paillet, je pense, désigne finalement un mauvais lit, hein, ce qu'il appelle ici un galta, bon, ça, un mot devenu vieilli aujourd'hui, c'est un lit de mauvaise qualité. D'accord ? Donc, un autre exemple, en Bretagne, les jardins s'appelaient autrefois les courtis. Maintenant que l'on connaît le mot jardin, une nuance de dédain s'est attachée à l'appellation rustique. Donc, vous voyez, c'est un exemple, hein, simplement de ces lois sémantiques de Bréal, la loi de répartition. Et puis, pour conclure, ce petit mot d'Irène Tamba dans un livre maintenant un petit peu ancien, La sémantique de 2010,
qui dit la chose suivante à propos de Bréal. On attribue canoniquement à Michel Bréal la paternité du mot sémantique et de la nouvelle science des significations, qu'il inaugure sous ce nom dans un article de 1883, puis qu'il développe dans son essai de sémantique en 1897. L'idée directrice en est que les mots, forme et sens, mènent une existence qui leur est propre et qu'il appartient à la linguistique comparée d'établir les lois de l'évolution des significations des mots, tout comme elle a établi les lois de leur évolution phonétique. Donc vous voyez, on crée la science des significations comme en utilisant le modèle de la phonétique. Cependant, cette datation précise est en partie illusoire. Donc datation précise, elle veut dire de l'invention de la sémantique. Parce qu'en réalité, ce que les linguistes appellent aujourd'hui sémantique n'a plus grand-chose à voir avec la science des significations fondée par Bréal, même si le nom est resté, comme le montrait déjà l'histoire de la sémantique que nous avions esquissée lors de la première édition de ce petit livre sur la sémantique en 88. Donc vous voyez, ça c'était une réédition en 2010. 15 ans plus tard, le renouveau partiel des sciences du langage ne fait qu'accentuer le statut toujours controversé du sens dans les différentes approches théoriques. Vous voyez, ça a été écrit en 2010, on est 13 ans après, et on pourrait dire un peu la même chose. Hein. La sémantique reste un domaine de la linguistique un peu fuyant, hein, c'est-à-dire le concept de sens est évidemment un concept beaucoup plus difficile à appréhender que des notions phonétiques, phonologiques, morphologiques. Hein. Et donc, le fait qu'il y ait une sous-discipline de la linguistique qui s'intéresse uniquement à la signification est évidemment beaucoup plus sujet à caution, à variation, selon les écoles théoriques et selon les auteurs. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous présenterai rapidement quelques manuels et puis ensuite on commencera à étudier la sémantique lexicale avant d'étudier la sémantique grammaticale. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.